Je suis psychologue clinicien, avec quelque chose sur le mot clinicien qui veut dire au chevet des personnes. Si je travaille un travail clinique, je suis directement avec les personnes. Et spécialement le soin de la famille et le soin du couple, qui sont mes deux spécialités. Autrement, plus personnellement, je suis marié, j'ai 8 enfants, 23 petits-enfants, ce qui est très sympathique. Et voilà, donc la vie familiale, je crois que je la vis vraiment de l'intérieur, je la connais bien, la vie conjugale aussi. Et par mon travail, ben voilà, j'ai pu théoriser un certain nombre de choses sur la famille et sur le couple. C'est-à-dire la famille comme un système. L'idée un petit peu à l'origine de tout ça, c'est de dire que chacun de nous s'est constitué, s'est construit, sa personnalité s'est façonnée dans une relation, ou dans des relations plutôt, en particulier la relation aux parents, et que ce qui ne va pas ultérieurement, c'est dans des relations que nous le résolvons également. Ce qui est assez logique. Et la relation familiale d'origine avec les parents étant la relation principale, la relation que nous allons principalement remettre en cause en nous les malfaçons de l'enfance, entre guillemets, ça va être la relation familiale dans la famille que nous avons fondée, et en particulier au sein de cette famille, la relation conjugale. Avec ça, si vous voulez, vous avez globalement la base générale du système familial. Du système familial et de tout le travail thérapeutique que l'on peut faire. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que ce que nous remettons en jeu avec notre conjoint, c'est ce qui s'est mal passé avec nos parents, par rapport au couple de nos parents. Et le conjoint, c'est pas sa guerre, il comprend rien du tout dedans. Mais quand on a compris que c'était les mêmes choses que nous remettions en jeu, du coup, on a tendance à moins accuser son conjoint de ce qui ne va pas, et à plus se dire à soi-même, c'est moi là qui ai quelque chose à régler. Et à partir de là, il y a un véritable progrès de la personne qui se met en place. S'il y a un progrès de la personne, vous avez un progrès du couple. S'il y a un progrès du couple, vous avez un progrès de toute la famille. Il y a cette trilogie extraordinaire, l'individu, le couple et la famille. Les progrès dans un domaine rejaillissent sur les trois. C'est-à-dire que c'est un effort rentable, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment une constante qui est très intéressante. Quelqu'un qui progresse pour son couple va nécessairement progresser individuellement et va faire progresser sa famille. Mais quelqu'un qui progresse individuellement va faire progresser son couple et va amener une amélioration dans sa famille. C'est-à-dire cette trilogie individu, couple, famille est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a une cohérence, une grande harmonie entre les trois. Voilà, avec ça, vous avez quand même une bonne base de ce qu'est la systémie familiale et donc la base de mon travail au sein des familles. Trilogie, trinité, amour. Mais vous savez qu'en psychologie, on parle beaucoup de trilogie très souvent. On voit de même qu'on voit les choses sur 3 générations, les grands-parents, les parents, les enfants. Le système trinitaire est très très inscrit dans la trilogie. C'est très difficile de travailler seul avec un individu. On fait toujours intervenir au moins effectivement un tiers pour faire jouer les relations, pour faire jouer les choses. Les relations, c'est à 3, c'est pas à 2. C'est très étonnant. Mais est-ce que c'est pas parce que la vie humaine est avant tout une affaire de relations? Bien sûr, bien sûr. Un être humain seul, ça n'existe pas. Un être humain, c'est nécessairement un être de relation. Nous, tout le dilemme de notre société, qui confond liberté et indépendance, or qui a besoin de relations, et qui ne sait pas comment se positionner en étant libre dans une relation. Et la relation, ça s'apprend en famille? La relation, c'est le lieu principal où on apprend la relation, c'est en famille. Mais c'est tellement vrai que le développement du tout petit se fait dans des relations. On l'a très très bien vu ce qui se passait dans le cerveau d'un nouveau-né, et dans toutes les petites interactions que tout le monde fait avec un enfant, quand on le change, quand on joue avec lui, les petites risettes, tous ces machins-là, on crée des émotions en lui, le centre des émotions est au centre de notre cerveau, c'est tout le développement du cerveau qui rayonne à partir de ce que l'enfant vit dans les relations. C'est-à-dire que notre premier développement se fait par des relations. Et ce système de développement par la relation ne s'arrête jamais. Ensuite, il y a un développement par les concepts, la rationalité, ce qui est intellectuel. Mais notre premier système de développement, c'est l'émotion et donc la relation. Et ça, c'est quand même très important. On voit bien que la famille est le creuset dans lequel l'être humain va se façonner réellement. Alors nous développons aussi parce que nous avons un esprit en nous. Nous avons accès au domaine du concept, tout le domaine de l'esprit, du concept, de la logique, etc. Et donc nous développons ce qu'on appelle des valeurs, entre guillemets, qui vont nous servir de référence, mais qui vont participer aussi à notre développement. Et alors c'est une autre notion, c'est que la famille
c'est le creuset des valeurs. C'est là que nous apprenons des valeurs par mimétisme d'abord, ensuite par éducation. Et le premier point, c'est par mimétisme. Nous mimons ce que nous voyons dans notre famille. Et ensuite, à l'âge adulte, on s'autonomise à mesure où on va personnaliser ces valeurs. On s'autonomise au niveau des valeurs aussi, non pas parce qu'on met en opposition, mais parce qu'on va les personnaliser. Elles vont devenir les miennes désormais. Et donc ça, c'est un travail très intéressant qui se fait aussi dans la famille. La première chose qu'on apprend en fait, ce qu'on apprend dans la famille, c'est à sortir de notre égoïsme. À sortir de cette vision qui est auto-centrée, nous sommes le centre du monde, où tout doit tourner en fonction de nous et pour nous. Il n'y a pas de vie familiale possible de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de lutter contre cette tendance que nous avons à nous occuper exclusivement de nous. Et donc nous sortons de nous-mêmes pour nous occuper aussi d'autrui, et nous apercevons que ça nous rend heureux. Ça nous apporte énormément de choses. Donc effectivement, s'occuper des autres, c'est toute l'ouverture vers l'amour. S'ouvrir à l'autre, c'est toute l'ouverture vers l'amour. Et ça, c'est dans la famille que ça s'apprend. Ça ne peut s'apprendre d'ailleurs quasiment que dans la famille, en tout cas de façon très très forte dans la famille, parce que le seul lieu où il y a un amour inconditionnel, c'est dans la famille. C'est-à-dire le seul lieu où quelqu'un peut se sentir aimé quoi qu'il arrive, ou devrait se sentir aimé quoi qu'il arrive, c'est la famille. C'est pas dans l'éducation nationale, c'est pas dans son métier, c'est pas ça. Le lieu d'amour inconditionnel par excellence, c'est la famille. Donc effectivement, c'est là où on apprend l'amour par excellence. Dans tout ce que vous dites, là, on est dans un monde idéal. Et c'est vrai que, du coup, quand le père est pas là, ou quand l'amour est conditionnel, c'est là que le psychologue va intervenir. là où j'imagine que vous êtes au cœur. Et alors ça, c'est le cœur de mon problème, effectivement, c'est de régler tous ces problèmes, entre guillemets, de désamour au sein de la famille, tous ces problèmes où l'égoïsme de l'un vient polluer cette vie familiale. Ceci étant, je ne m'illusionne pas du tout. Autant dans la famille nous apprenons tout ça, autant la famille idéale n'existe pas. C'est pas possible. Nous sortons tous aussi de l'enfance avec des blessures liées à la famille. Mais nous, chrétiens, ça ne nous surprend pas du tout. Ça s'appelle le péché originel. Nous sommes tous marqués par ce péché originel. Ce qui est extraordinaire dans mon métier, c'est que je vois comment il se transmet de génération en génération. C'est-à-dire comment les parents vont transmettre leurs propres défauts à leurs enfants. Et donc comment les enfants ensuite vont se retrouver avec des défauts qui ne leur appartiennent pas, entre guillemets, qui sont issus de cette transmission générationnelle qu'on appelle le péché originel, et comment ils vont devoir façonner leur vie aussi avec ça. Le point clé là-dedans, je veux dire la famille idéale, si on pouvait parler de ça, c'est pas la famille dans laquelle il n'y a pas de défaut, c'est la famille qui va apprendre qu'on doit lutter contre ces éléments-là, qu'on doit lutter contre ces malfaçons, contre ces déficiences qui sont en nous, qu'on ne doit jamais s'y résigner, même si on sait qu'on les aura tout le temps. Mais parce qu'on ne s'y résigne pas, on va améliorer les choses petit à petit, pour nous et ensuite pour l'enfant. Donc oui, il n'y a pas de famille idéale dans le sens sur une famille sans défaut, c'est faux. Dans la famille se transmet aussi les malfaçons, les lacunes, les défauts. Toutes les personnes qui arrivent dans mon cabinet finissent très vite par m'expliquer qu'ils sont victimes. Victimes de leurs parents, victimes je sais pas quoi, mais toujours victimes de leur conjoint, mais toujours victimes. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Et encore une fois, c'est lié à cette faute originelle. Nous recevons en nous une tare, nous ne sommes pas responsables. Donc, quelque part, nous sommes victimes de cette tare, c'est vrai. Donc il y a quelque chose d'un petit peu vrai là-dedans, je pense. Sauf que c'est notre état de vie dans cet univers, de vivre avec cette tare, et donc on doit l'accepter. Et on doit accepter de s'assumer tel quel. Je veux dire, quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui est capable de s'assumer avec ses déficiences. Pas faire peser ses déficiences sur les autres. Ça ne veut pas dire que les déficiences n'existent plus, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas avoir de conséquences, mais il s'arrange pour les assumer lui-même. Et je pense que c'est ça le point auquel il faut amener les adolescents, les jeunes adultes, ce point d'autonomie où je m'assume avec mes déficiences, au lieu d'avoir ce réflexe que nous avons dans l'enfance, quand quelque chose ne va pas, je vais solliciter papa et maman. Et quand on est à l'âge adulte, quand quelque chose ne va pas, on va solliciter quelqu'un d'autre. Si papa et maman ne sont plus là, on va solliciter le conjoint. Et là, on n'est pas autonome. Donc l'état idéal, entre guillemets, de la personne humaine, c'est pas un état sans défaut, c'est un état où la personne s'assume elle-même et ne va pas faire peser sur autrui ses propres déficiences. Et ça, avec ça, vous avez une énorme partie du travail familial et du travail conjugal là-dessus. Et l'acceptation des défauts de l'autre.
Eh ben, c'est très intéressant ce que vous dites, et pour plusieurs raisons, vous savez, plusieurs niveaux là-dessus. D'abord, si j'ai conscience que moi j'ai des défauts, je vais facilement accepter que l'autre en face de moi ait des défauts. C'est ce qu'on appelle l'ambivalence, accepter que nous ne sommes ni parfaits, ni complètement mauvais, que nous sommes un mélange des deux. Je ne vais pas dire un entre deux, mais un mélange des deux. Nous avons des belles choses, des choses qui sont pas belles en nous. Donc j'accepte ça pour moi, donc je l'accepte pour mon conjoint, et du coup je vais aussi accepter que la relation que j'ai tissée avec lui est elle-même une relation ambivalente, une relation dans laquelle il y aura des belles choses, et puis il y a des choses qui ne vont pas aller non plus. C'est-à-dire ça me sort d'une espèce de relation idéale que l'on pourrait avoir, entre autres quand on se marie, ou une espèce d'idéal très élevé de ce que va être la relation, qui n'existe pas en fait. La relation conjugale, c'est une relation avec des difficultés à surmonter, avec des belles choses, avec des choses qui malheureusement sont moins belles que ça. Enfin bref, c'est ce bagage humain permanent. Et ça, c'est très important, je pense, d'avoir ça, cette notion de aucun de nous n'est sans défaut, aucun de nous n'est nul, aucun de nous n'est parfait. C'est-à-dire qu'on ne peut ni idéaliser la relation ni son conjoint, ni les dénigrer complètement. On est dans un mélange des deux permanent. Et quand on a accepté ça, je pense qu'il y a une espèce de sagesse que l'on a qui est très forte. Normalement, l'éducation familiale apporte ça, parce qu'on vit au milieu de gens imparfaits, et voilà, qui savent reconnaître leur imperfection. Donc on est imprégné de cette notion, je pense. On devrait l'être en tout cas. Et je pense qu'il faut savoir l'accepter. Accepter que ça fait partie de notre humanité, de transmettre aussi nos défauts. En revanche, si on transmet nos défauts à nos enfants, on doit leur transmettre qu'on ne se résigne pas à ce défaut, que nous luttons contre eux, contre ce défaut, et si nous le faisons, l'enfant va s'imprégner de ça, que lui aussi, à l'adulte, va lutter contre ça. Et à ce moment-là, le défaut ne devient pas quelque chose de flamboyant, quelque chose qui part dans tous les sens, quelque chose qui reste au moins contenu, voire normalement qui se résorbe. Donc ça, c'est très vrai, c'est d'ailleurs très intéressant ce que vous dites sur ces niveaux-là aussi. Chaque âge que traverse l'enfant nous fait revivre quelque chose de nous-mêmes au même âge. Et inversement, d'ailleurs. On peut aussi retrouver les défauts de ses parents chez soi, parce que ça fait plus opposé. Absolument aussi, on retrouve aussi les défauts de nos parents. On a beaucoup de mal à le voir, par contre, que nous faisons comme nos parents. Oui. Enfin, je me rends compte dans mon cabinet, spécialement dans les thérapies conjugales, parce qu'on va beaucoup travailler ce qui s'est mal passé dans l'enfance de chacun. Chacun a beaucoup de mal à percevoir qu'il remet en œuvre exactement ce que ses parents avaient mis en œuvre avec lui, qu'il s'était promis de ne jamais faire. Alors, je ne dirais pas une forme de solitude, je dirais une forme d'individualité. Je dois affirmer mon individualité d'une façon autonome, où je ne vais pas faire poser les choses sur l'autre. Mais justement parce que je prends en compte l'autre, je ne suis pas dans la solitude. C'est un jeu avec l'autre, où je vais m'assumer moi-même, je vais assumer mon propre individu, donc c'est bien une affirmation de l'individualité, je vais l'assumer moi-même pour pas qu'elle soit pesante sur l'autre. Et alors ça, c'est un jeu aussi qui est très, très complexe, c'est ce qu'on appelle s'autonomiser, s'assumer soi-même, assumer son propre individu. Sachant en même temps que pour qu'une relation soit vraiment vivante, il va falloir que les deux individualités s'affirment. Et donc je vais affirmer mon individualité, mais d'une façon autonome, en m'assumant moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un grand résumé de l'amour conjugal. L'amour conjugal, c'est deux personnes en équilibre qui vont pouvoir s'approcher, s'unir, puis s'écarter, puis se rapprocher de nouveau dans un mouvement permanent. Mais elles se tiennent toutes les deux en équilibre, elles s'assument. Donc on voit bien une affirmation de l'individualité qui permet une union. Et je crois que c'est une notion importante, ça. Donc je ne suis pas tellement sur cette notion de solitude, c'est plus une notion d'individualité. Pour moi, je suis responsable de moi-même, à l'état adulte, bien sûr. Le fait, je m'assume dans ce que je suis, dans mes capacités, comme dans mes défauts. C'est principalement nos défauts que nous avons du mal à assumer. Alors, nos capacités aussi, quand on manque de confiance en soi, on a un peu de mal aussi à assumer nos capacités. Mais bref, il faut savoir s'assumer tel que l'on est. Mais je m'assume pour permettre une relation avec l'autre, une relation qui va être une relation équilibrée. Si je ne m'assume pas, la relation que je vais avoir avec l'autre, c'est ce qu'on appelle une relation de béquillage ou d'étayage. Je vais venir m'appuyer sur l'autre, je vais lui demander de venir compenser en moi quelque chose qui ne va pas. Ça peut être très sympathique au début d'une relation, mais en fait on a vite marre au bout d'un moment d'avoir un conjoint qui vous s'appuie toujours sur vous. On a besoin que le conjoint il se tienne. Oui, c'est ça, c'est un enfant de plus. À la limite, tant qu'on n'a pas d'enfant, ça pourrait aller, mais une fois qu'on a des enfants, on dit mais non, là j'attends que lui il soit mère ou il soit père, mais pas qu'il soit enfant de plus, quoi. Ça ne va pas. En permanence, nous sommes en quête de quelque chose auprès des autres.
Nous cherchons de l'amour, nous cherchons de l'affection, nous cherchons de la reconnaissance, nous cherchons à briller, nous cherchons à satisfaire peut-être même des plaisirs immédiats, enfin bref, tout ça nous le cherchons auprès des autres. Donc il peut y avoir une prédominance de l'individualité au détriment de la relation, ou plutôt qu'il va chercher à ce que la relation soit en permanence au service de l'individu. Alors là, on n'est plus du tout dans l'amour. Le fait d'être dans l'amour, c'est au contraire de s'intéresser à l'autre pour ce qu'il est, et de voir le bonheur de l'autre, de vouloir que l'autre s'épanouisse aussi. Là, on est dans l'amour. Mais pour arriver à cette forme-là, il faut que la personne puisse se tenir en équilibre par elle-même, qu'elle s'assume, ou qu'elle soit autonome. Oui, bien sûr, il y a d'autres écoles d'amour que la famille. Moi, j'ai été marqué par des professeurs quand j'étais dans ma scolarité, où manifestement, ils avaient un rayonnement, et qui était un rayonnement d'amour. J'ai été marqué également dans ma vie professionnelle par un certain nombre de personnalités. Il n'y a pas que la famille. Mais la famille est quelque chose de très particulier. Ce qui se passe dans la famille nous imprègne. Je veux dire, l'ambiance familiale, c'est le bain dans lequel nous sommes immergés, et donc qui va colorer tout notre être. C'est-à-dire, ce que nous vivons dans notre famille, ça nous semble naturel. C'est quelque chose que nous absorbons. L'enfant, c'est une véritable éponge. Il absorbe l'atmosphère dans laquelle il est. Et donc, le principal lieu où on devrait apprendre l'amour, c'est bien effectivement la famille, parce que je veux dire, on l'apprend d'une façon la plus spontanée et la plus naturelle. Je veux dire, il s'imprègne en nous spontanément. Si bien que, comme nous sommes à l'âge adulte, il rayonne de nous, presque envie de dire, d'une façon spontanée. Alors, il y a toujours un effort à faire, mais enfin, ça nous est beaucoup plus facile. Alors, on peut effectivement apprendre ça ailleurs, heureusement d'ailleurs, et puis on voit bien qu'il y a des personnes blessées qui n'ont pas bien connu des amours malades dans leur famille, qui sont quand même capables de donner ensuite un véritable amour, mais ces personnes-là sont obligées de faire tout un travail sur elles-mêmes pour comprendre ce qui leur est arrivé et se réorienter, or que quelqu'un qui aura baigné dans une atmosphère plus favorable ira beaucoup plus spontanément. Heureusement, il n'y a pas que dans la famille qu'on apprend l'amour. En revanche, dans la famille, on l'apprend d'une façon qui était privilégiée, j'ai envie de dire, qui est très douce. Ça rentre en nous naturellement. Et ça, je crois que c'est irremplaçable. On s'aperçoit, les statistiques de l'INSEE, que les gens se marient justement pour fonder une famille. C'est-à-dire qu'on sent que pour fonder une famille, il y a besoin d'abord d'un socle stable, puisque c'est la principale motivation du mariage. Et alors ensuite, selon les personnes, vous avez un ou l'autre élément qui est mis en œuvre. Le premier, il y en a, c'est pour les enfants. Le second, c'est pour vivre avec le conjoint. Et en fait, il faut qu'il y ait les deux. Qu'importe le premier, celui qu'on met en premier ou en second, mais il faut qu'il y ait les deux. Et il faut qu'il y ait deux, et il y a, j'ai envie de dire, une cohérence naturelle là-dedans. L'amour entre l'homme et la femme, il est fécond, donc il va produire l'enfant. Mais donc il faut bien qu'il y ait un amour entre l'homme et la femme, et pour qu'il y ait l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant en tant que tel ne vient pas tout seul. Donc c'est bien l'amour des deux, l'amour entre les conjoints qui amène l'enfant. Donc l'objectif du mariage, effectivement, il est double. Et souvent, moi, je porte un troisième objectif au mariage, alors c'est peut-être un petit peu original, en fait, on pourrait le voir inclus dans les deux autres, qui est rarement cité dans les gens qui viennent me consulter, mais je m'aperçois qu'il est sans arrêt mis en œuvre. Ce troisième objectif, c'est je vais progresser personnellement avec mon conjoint et dans la famille que je vais fonder. Pourquoi ? Parce que la vie à deux est une remise en cause personnelle qui est très forte, surtout quand on voit la façon dont nous choisissons notre conjoint, justement parce qu'il va venir exciter en nous tout ce qui s'est mal passé dans l'enfance, sans même s'en rendre compte. Donc ça nous oblige à revisiter ce qui ne va pas en nous pour progresser. Et les enfants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chacune des étapes de la vie de l'enfant, et puis ça n'arrête pas les étapes de la vie de l'enfant, surtout quand on a plusieurs enfants, vient réveiller en nous tout ce qui s'est mal passé au même âge. Je prends par exemple le premier caprice de votre enfant. Le premier caprice de votre enfant, il vient réveiller vos premiers caprices et les réactions de vos parents. La première rentrée à l'école de l'enfant, c'est pareil, ça vient réveiller notre entrée à l'école. C'est-à-dire sans arrêt, notre propre vie est remise en œuvre dans cette vie conjugale et familiale. Elle est remise en œuvre spécialement dans ce qui ne va pas, mais c'est pour nous obliger à le corriger. C'est-à-dire qu'il y a, on voit bien c'est toujours cette même cohérence. Si je progresse individuellement, mon couple va mieux, ma famille va mieux. C'est cette trilogie individu, couple, famille. Et là, je crois qu'on touche quelque chose qui est très intéressant. On ne le dit jamais quand on parle des préparations au mariage, mais en se mariant,
on prend l'engagement de progresser désormais dans la relation avec son conjoint et dans la famille que l'on va fonder. Alors on n'en parle pas, mais c'est ce qui se sacte, c'est ce que je vois dans toutes les personnes qui viennent me consulter. C'est ce qui se passe. Je crois qu'on devrait le clarifier. Actuellement, les personnes rentrent dans la relation d'amour avec le conjoint avec beaucoup de prudence, beaucoup de façon très timorée, de façon très... en permanence, on se préserve la porte de sortie si jamais ça ne va pas. Et à mon avis, il y a quelque chose qui est très dommage là-dedans. La vie conjugale, c'est une véritable aventure. Donc autant il faut préparer l'aventure, autant à un moment donné, il faut se jeter dedans. Et y rentrer tout doucement, mais on s'aperçoit que les gens qui y rentrent tout doucement, en fait, ne sont jamais dans l'aventure. Ils prennent tellement de précautions que ça les empêche de construire leur couple. Enfin, je constate, moi en tout cas, que les couples les plus structurés sont des couples où un beau jour, il y a eu un changement radical d'état de vie, on est passé d'un état de célibataire à un état marié. Et parce qu'il y a eu un changement radical, il y a nécessairement eu une adaptation radicale. Or que quand on les fait les choses dans la continuité, ben une espèce de continuité qui fait qu'on prolonge une espèce de vie, d'une vie célibataire à deux, presque d'une certaine façon, mais le couple ne se structure pas bien. Enfin, j'ai fréquemment constaté ça dans mon cabinet. Donc c'est... Il y avait un ami Fred qui disait que c'est larguer les amarres. Oui. Notre vie humaine est faite de chocs psychologiques. Je pense par exemple à la naissance, c'est un choc énorme. Ce petit enfant qui vit en symbiose avec sa maman, tout d'un coup, il se retrouve seul. C'est un choc énorme. L'adolescence, c'est un deuxième choc énorme. On bascule brutalement d'un état d'enfant à un état adulte. Ça se fait en très peu de temps. Et notre vie humaine est faite de chocs. Je pense que le mariage doit être un tel choc. Parce que les chocs nous obligent à nous adapter à une situation nouvelle et donc à construire quelque chose, à structurer quelque chose de fort. C'est pour ça que je ne suis pas très favorable à cette entrée en mariage dans une façon continue, douce, en se mélangeant sans arrêt la porte de sortie, parce qu'il n'y a pas ce choc structurant. Alors je crois que c'est nécessaire. Oui, est-ce que c'est pas le propre de l'amour, se donner complètement? Oui, je crois que l'amour, à un moment donné, il y a quelque chose de radical qui doit apparaître. Avec une véritable prise de risque, mais comme on dit, c'est un risque calculé, c'est un risque qui a été mesuré, c'est un risque qui a été apprécié, et on met en œuvre les éléments de façon à ce qui est dangereux dans ce risque soit compensé par ce qu'on va structurer, justement. On est dans une société qui promeut la liberté presque comme un absolu. Et en s'engageant, en devenant dépendant, on a peur de perdre notre liberté. Parce qu'on confond liberté et indépendance. Or, l'autonomie dont je parlais tout à l'heure, le fait de se sentir responsable de soi-même, permet de rester libre dans une relation de dépendance. Vous avez un mot excellent de Gustave Thiebaud, le philosophe, qui dit « Être libre, c'est choisir ses dépendances ». Nous sommes libres dans la mesure où, dépendances que nous avons choisies par amour, nous perdons notre liberté dans la mesure où nous devenons dépendants de ce que nous n'avons pas choisi par amour. Et donc, je crois que cette notion d'autonomie dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment ça qui nous permet de rester libre dans la dépendance. Je suis responsable de moi, je prends la décision de me lier avec cette personne définitivement, mais même au sein de cette union, je reste autonome, je reste responsable de moi-même, je reste donc libre. Et libre en particulier de l'aimer, parce qu'il ne peut pas y avoir d'amour forcé. Or, l'amour des conjoints, c'est un amour permanent, c'est donc deux conjoints qui doivent avoir permanence être libres de s'aimer. Autrement, il n'y a pas d'amour. S'il y a quelque chose de forcé, il n'y a pas d'amour. Les conjoints qui sont là par devoir sont sortis de l'amour. Ils sont sortis de la liberté aussi. Et alors là, on touche à un problème qui est très important, c'est toute la morale catholique, qui n'est pas du tout une morale du devoir ou une morale de la loi, c'est une morale de la joie et de l'amour. La joie de l'amour, parce qu'on est libre on est libre de faire ce choix fondamental qui nous réalise, on devient heureux de le faire. Et on reste libre dans ce choix. Donc cette question de la liberté, je pense que c'est un point clé. Je crois que notre culture actuellement se trompe gravement sur l'amour, parce que notre culture se trompe d'abord gravement sur la liberté. À trop confondre liberté et indépendance, on n'a pas vu que notre état humain est un état de dépendance et que nous pouvions être libres dans l'indépendance. Nous sommes libres à la mesure où nous sommes autonomes. Mais ça, c'est un vrai problème de civilisation là qu'on est en train d'aborder, qui est très intéressant. Alors l'amour vis-à-vis des enfants, il est assez extraordinaire par rapport à l'amour entre les parents.
L'amour entre les parents, il va y avoir un amour de passion entre eux. Et je trouve ça beau qu'il y ait une passion entre les parents, une passion qui soit réellement renouvelée, qui va permettre au couple de garder sa cohérence. L'amour avec les enfants, il est renforcé au plan naturel par quelque chose d'extrêmement puissant, qui est le lien du sang. Le lien du sang fait que nous sommes attachés aux personnes du même sang que nous, en particulier à nos enfants et en particulier à nos parents. Je pense d'ailleurs que c'est le lien le plus puissant qui existe, c'est le lien du sang, qui nous rattache à nos enfants. C'est-à-dire que il y a dans cet amour des parents vers les enfants une part qui est déterminée, qui ne dépend pas de notre liberté, qui en tant que telle n'est pas de l'amour, qui s'appelle le lien du sang. Et il y a une part en plus qui, elle, est libre et donc volontaire. Je choisis d'aimer mon enfant. Le cas le plus clarifiant là-dedans, c'est quand une grossesse s'annonce au sein du couple. Et là, la réaction de la maman peut être de différentes sortes, la future maman. Elle peut accepter cet enfant parce qu'elle le souhaitait, ça correspond à son désir et tout. Donc on va avoir le lien du sang qui va se créer, cet aspect déterminé, avec tout cet attachement à son enfant qui va se faire, avec en plus un véritable amour qui est librement choisi vers son enfant. Mais cet enfant peut être aussi une surprise, qui est un enfant qui est inattendu. Et là, la maman peut avoir une hésitation. Elle peut avoir ce lien charnel qui va se créer avec son enfant, et en même temps, il n'y a pas ce lien d'amour qui se crée. Elle peut refuser l'enfant. Et donc là, vous avez tout le drame de l'avortement derrière qui peut arriver, et on ne sait pas ce que va faire la maman. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'amour du parent envers l'enfant, il y a deux éléments très distincts. Il y a quelque chose de déterminé qui est puissant, et puis il y a quelque chose qui est libre, qui est le véritable acte d'amour. Alors l'idéal, évidemment, c'est quand il y a cette cohérence entre l'acte libre et ce qui est déterminé en nous. Là, on arrive à l'harmonie de la personne, l'harmonie dans l'amour, qui fait que tout son être se porte vers la personne aimée, en particulier l'enfant dans ce cadre-là. Mais l'acte libre peut venir après. L'acte libre peut venir après. C'est d'ailleurs très fréquemment le cas, dans le cas d'une grossesse non désirée, quand le père apprend que la mère attend un bébé, pour le père, cette information est purement intellectuelle. Lui n'a pas cet attachement charnel vers l'enfant immédiat. Il apprend, j'attends un bébé, c'est une information purement intellectuelle. C'est-à-dire que le père est capable de faire immédiatement l'acte d'amour, il n'est pas capable de créer le lien charnel tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'avortement, c'est souvent le père qui décide de l'avortement, et qui va avoir une influence sur la femme pour qu'elle avorte. Parce que lui n'a pas ce lien charnel avec l'enfant, encore. Le lien charnel, il va se construire psychologiquement, je veux dire, il faut quasiment 9 mois. Et l'apothéose du lien charnel, c'est quand il se retrouve avec son petit bébé dans les bras juste après la naissance. Là, effectivement, il y a tout un bouleversement émotionnel chez le papa qui fait que le lien s'active totalement. Mais donc on voit bien que ce lien n'est pas du tout le même entre le père et la mère. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui a beaucoup de conséquences. Et l'amour des enfants pour leurs parents. Eh bien c'est pareil. L'amour des enfants pour le parent, il y a quelque chose de déterminé. On le voit très bien. Le petit bébé, ça fait quand il naît, ça fait 9 mois qu'il vit avec sa maman, il connaît sa maman, il a déjà un attachement avec elle. On appelle ça un lien d'attachement, mais il n'y a pas d'amour. J'ai interrogé je ne sais pas combien de mamans après la naissance de leur enfant, je leur ai demandé si leur enfant les aimait, ils m'ont dit non, il ne m'aime pas. Moi je l'aime, mais lui ne m'aime pas. Lui s'en fiche. Lui s'en fiche. En revanche, il est attaché à sa mère. Comme il est aussi attaché à son père, dont il connaît la voix, à travers le ventre de sa maman, il connaît tout ce que le père fait à la mère, parce qu'il l'a vécu de l'intérieur, donc il a aussi un lien avec le père qui est très fort. Et donc ce lien existe, mais c'est pas de l'amour, c'est un lien d'attachement, un lien d'attachement comme on les voit chez les animaux. En revanche, et c'est toute l'éducation, petit à petit, il va apprendre à aimer sa mère, à aimer son père, à faire attention à eux, indépendamment de lui-même. C'est-à-dire qu'il va se décentrer de lui pour faire attention à eux. Je pense qu'on est capable d'aimer véritablement à l'âge adulte. Avant, c'est un peu délicat. Tout ça, en fait, c'est le développement de notre liberté. Pour aimer, il faut être libre. Le petit bébé, le nourrisson qui naît, il n'est pas libre. Il est déterminé. Sa liberté, étant germe en lui, va croître petit à petit. Et donc, il y a effectivement l'amour de l'enfant vers les parents. Je ne crois pas que ça soit immédiat. Je crois que c'est quelque chose qui se construit et donc quelque chose qui s'éduque. D'ailleurs, c'est la plus belle éducation. C'est l'éducation à l'amour et l'éducation à la liberté, parce que les deux vont ensemble. Là, vous êtes vache avec moi, là, parce que
Le jour où on aura défini l'amour, je pense qu'on aura défini Dieu. C'est pas demain matin la veille. Hein. En revanche, il y a des éléments quand même qu'on peut apprécier dans l'amour. Dans l'amour, d'abord, cette notion de liberté. Je choisis de m'intéresser à une autre personne que moi. C'est pas spontané comme mouvement en nous. On y est porté en même temps, notre nature nous y porte, mais il y a quelque chose aussi qui est un peu contraire à nous-mêmes, de donner de l'importance à quelqu'un d'autre par rapport à nous-mêmes. Donc on sent bien qu'il y a un acte libre, fort, qui fait qu'on va y aller. Donc je crois vraiment que dans ce qui va définir l'amour, c'est d'abord cet acte libre. Je veux telle chose. Et donc c'est bien je veux. Il y a quelque chose de volontaire aussi, même si l'amour n'est pas que volontaire, il y a aussi quelque chose de volontaire, mais il ne peut pas y avoir d'acte libre sans volonté aussi. Mais dans l'amour entre l'homme et la femme, vous avez aussi des éléments déterminés. On ne tombe pas amoureux de n'importe qui, on tombe amoureux de certaines personnes, et on a un élan déterminé qui nous pousse vers elles. Et c'est là où on voit la constitution de l'être humain qui est assez intéressante. Nous sommes à la fois matière charnelle, nous sommes corps, et de l'autre côté, nous sommes esprit. L'acte d'amour libre, il vient de l'esprit, l'attachement, il se passe dans le corporel. Et l'unité de la personne, ça va être de faire les deux. D'avoir l'acte d'amour là où le lien est en train de se créer. Et effectivement, sauf ceux qui font des mariages de raison, mais je ne crois pas que ça existe encore, ou j'espère le moins possible, nous décidons d'aimer la personne vers laquelle nous sommes portés. Et c'est bien ainsi. Donc l'amour, c'est aussi quelque chose, comme tout à l'heure, qui est déterminé, équilibre. Vous avez d'autres éléments qui rentrent dans l'amour aussi, qui sont très intéressants, c'est la connaissance. Plus nous connaissons, plus nous aimons. Plus nous avons envie de nous approcher de la personne, plus le lien se crée avec elle, et donc plus nous sommes portés par notre corporalité à l'aimer. Mais il faut qu'il y ait l'acte libre pour y aller aussi. On a tous fait cette expérience de voir des gens qui, au premier abord, ont une espèce de répulsion. Et puis en les connaissant mieux, tout d'un coup, on s'aperçoit que ces gens qui sont on a envie de s'approcher d'eux. C'est-à-dire que librement, on peut vouloir les aimer, or qu'au départ, on a plutôt une répulsion envers eux. Donc il y a des choses mystérieuses dans l'amour, hein, entre cet acte libre, les éléments déterminés, et la mayonnaise qui va se créer entre les deux, c'est fort. Et je crois que l'acte libre par excellence, c'est l'acte d'amour, effectivement. Parce que c'est lui qui nous... Voilà, qui sublime cette liberté que nous avons. Ces personnes qui sont décédées, le lien charnel doit se déliter. Il ne peut plus vivre, puisqu'elle n'est plus là pour le faire vivre, la personne. Donc ce lien charnel doit se déliter. Entre guillemets, c'est ce qu'on appelle faire son deuil, c'est-à-dire accepter que ce lien charnel ne va plus exister. En revanche, l'acte libre d'amour qui nous portait vers cette personne, lui, peut subsister. Et nous pouvons continuer à aimer. Mais c'est vrai que nous allons continuer à aimer sans tout cet aspect corporel qui fait partie de notre humanité. C'est pour ça que l'amour que nous portons à nos défunts est un amour qui est particulier. Et c'est pour ça qu'un processus de deuil est un processus psychologique qui doit se faire, par lequel on passe d'un amour qui était à la fois charnel et libre, à la fois charnel et spirituel, pardon, à un amour qui va plus devenir qu'un amour en esprit. Mais nous sommes capables de cet amour-là. D'ailleurs, l'amour que nous portons vers Dieu, à Dieu, dans un premier temps, est un amour qui est de pur esprit. Alors je dis dans un premier temps parce qu'on a aussi un Dieu qui est assez extraordinaire, qui s'est incarné, qui s'est fait chair, avec tout cet aspect charnel de l'incarnation du Christ, qui fait que nous vivons aussi dans la communion quelque chose d'extrêmement charnel avec lui, mais que nous ne sentons pas en revanche. Donc là on part dans des considérations assez élevées, mais je pense qu'effectivement ce processus de deuil, c'est de passer d'un amour incarné à un amour qui ne sera plus qu'un amour d'esprit, et qui est très particulier, mais qui nous est possible. C'est là où il est très important que les parents fassent cette transformation d'un amour incarné à un amour qui ne sera plus que de l'esprit, parce qu'autrement ils vont faire peser sur les enfants qui suivent après quelque chose de très difficile. J'avais un exemple d'un homme qui était déjà à maturité, qui me parlait sans arrêt de son frère qui était décédé. Jusqu'au jour où je me suis aperçu dans ce qu'il me racontait que son frère était décédé avant sa naissance. Et donc je lui dis, mais vous n'avez créé aucun lien avec lui, aucun lien charnel puisque vous ne l'avez pas connu. Vous n'avez pas pu créer ces liens humains que l'on crée avec lui. Il est présent dans la famille. Par contre, et oui, et c'est là où on s'est rendu compte, les parents n'avaient pas fait leur deuil. Et donc ils ont transmis ce lien charnel, entre guillemets, pas évolué, statique, en l'état, à leur propre fils.
Et c'est vers la cinquantaine que lui s'est rendu compte qu'effectivement, il portait une espèce de pesanteur en lui dont il devait se libérer. Ça ne l'empêchait pas d'aimer ce frère qu'il n'avait jamais connu, mais de l'aimer uniquement en esprit, mais qui devait se décharger de quelque chose de presque de corporel qui lui était pesant. Alors moi j'aime bien dans une famille, quand j'interroge la famille, qu'on me décrive ceux qui sont décédés aussi, parce qu'effectivement il reste ce lien spirituel avec eux. Et il est important qu'il soit marqué, ce lien spirituel. En revanche, je m'aperçois que dans une famille, quand le deuil n'est pas fait, vous en retrouvez les traces jusque chez les petits-enfants, souvent. Les parents, bien sûr, ça passe des grands-parents aux parents, et des parents, ça passe aux petits-enfants. Et vous avez des enfants qui portent des deuils non... des petits-enfants qui portent des deuils non faits par les parents et les grands-parents. Et dans le silence, et ils n'en ont pas conscience. Ils ont une espèce de pesanteur charnelle en eux, quelque chose qui ne va pas, qui est figé, qui est statique en eux. Voilà, il faut qu'ils apprennent à se libérer de ça. Les gens ont toujours peur d'oublier celui qui est décédé. C'est pour ça qu'ils veulent absolument le faire vivre comme s'il était toujours vivant sur cette terre. Mais on se rend compte qu'on n'oublie pas. L'enfant, il vit dans une atmosphère, il baigne là-dedans, il s'imprègne de ça. On s'aperçoit que si les parents ont fait leur deuil, il va y avoir aucun problème pour lui. Il va par mimétisme, il va prendre tout de suite la bonne attitude, il va se mettre sur la bonne attitude. Mais si le deuil n'est pas fait, il baigne justement dans cette atmosphère qui n'est pas très saine pour lui, et il va se retrouver avec le problème des parents. C'est là où je dis ce que nous... C'est la force de la famille, c'est vraiment le bain d'imprégnation de l'enfant. Ce qui se vit dans la famille, c'est ce que l'enfant va se constituer avec ça. Mais sans s'en rendre compte inconsciemment. On s'en rend compte beaucoup plus tard, quand on arrive à l'âge adulte. Quand on est enfant, ce qu'on vit, ça nous semble normal. On apprend la vie, on apprend à s'équilibrer, ce qui nous arrive, et c'est tout. C'est plus tard, quand on revient sur son enfance, qu'on se dit, mais là, il y avait un truc qui n'allait pas. L'amour, si vous voulez, il est déterminé en nous. Il y a ce lien du sang qui fait que spontanément, nous avons ce lien extrêmement fort avec nos parents. Et les gens qui ne veulent pas voir leurs parents, c'est un effort considérable en eux. Ils sont en lutte contre eux-mêmes pour ne pas les voir. Et on sent bien qu'il y a une tension extrêmement forte quand il y a des familles comme ça, dysfonctionnelles, où les enfants ne veulent plus voir les parents. C'est extrêmement coûteux en termes psychologiques. Donc on retrouve exactement la même chose dans cet amour de l'enfant vers les parents. Cette part déterminée et cette part qui est libre. Et l'être humain est en équilibre, c'est quand il a fait l'harmonie entre les deux. C'est-à-dire quand effectivement nous vivons par un choix libre de l'esprit cet amour de nos parents vers lequel toute autre personne nous porte. Et quand les deux ne sont pas en harmonie, eh ben nous sommes déchirés intérieurement. Nous sommes déchirés entre notre corporalité et notre spiritualité et nous n'allons pas bien. On arrive à un âge où nos parents sont très vieux et je trouve que dans ma génération on est tous culpabilisés par on ne va pas les voir assez, on les voit trop, ils en demandent trop, ils en demandent pas. Enfin, c'est compliqué là. Vous avez deux choses différentes là. Vous avez le premier point, celui qui refuse la relation à ses parents. Il se trouve que quand on refuse la relation à ses parents, c'est qu'on refuse l'amour avec eux, on a un tas de peurs également qui sont liées à la relation aux parents. Un tas de peurs, mais d'ordre charnel. Parce qu'on a vécu des choses difficiles dans l'enfance avec eux, parce qu'il y a eu des incompréhensions douloureuses. Bref, il y a des souffrances derrière tout ça qui fait qu'on a peur de s'approcher d'eux. Mais nous n'aimons pas avoir une position qui ne soit pas claire. Du coup, nous avons tendance à rationaliser tout ça sans comprendre qu'il y a des peurs et nous donner un tas de raisons objectives pour lesquelles nous n'allons pas aller les voir et pour lesquelles nous allons nous mettre en opposition avec eux. Je pense que derrière, il y a des raisons plus psychologiques à aller chercher et à les fouiller. Et le deuxième point que vous avez abordé, alors effectivement, doit-on s'occuper de ses parents ? Je pense que quand on voit l'évolution de la personne, arrive l'adolescence et l'état adulte, l'objectif c'est de s'autonomiser. S'autonomiser, c'est de prendre sa vie en main. Pour prendre sa vie en main, nous sommes obligés de renoncer à toutes les fonctions que nous occupions dans notre famille d'origine. Les fonctions, c'est la sœur aînée qui est la deuxième mère, c'est le fils qui remplace le père qui n'est pas très présent, c'est le petit dernier, je sais pas quoi, c'est celui qui c'est le bouc émissaire quand vous avez eu. Il y a beaucoup de fonctions comme ça. Nous devons renoncer à toutes ces fonctions pour nous rendre totalement disponibles à celle que nous allons faire, ce que nous allons faire de notre vie pour nous autonomiser. La seule chose qui doit perdurer, c'est une relation d'affection avec nos parents. Et je dis souvent aux jeunes quand je les aide à s'autonomiser, à la mesure où vous faites un pas dans l'autonomie, faites un pas dans l'affection, signifiez à vos parents que vous les aimez. Et puis ensuite arrive une période beaucoup plus tard, une autre période,
où les parents eux-mêmes ne peuvent plus être autonomes, ils n'ont plus la force de s'assumer eux-mêmes. C'est-à-dire que là, les enfants devenus adultes, souvent c'est l'âge où les enfants sont devenus grands-parents eux-mêmes, vont s'occuper des arrière-grands-parents parce qu'ils n'ont plus la force de le faire. Or là, effectivement, je pense qu'il y a un devoir de suppléer simplement à ce que l'handicap des parents fait ce qu'ils ne peuvent pas faire. Mais il y a quelque chose qui n'a jamais varié dans toute cette période-là, c'est l'affection qu'on apportait à nos parents. Et donc s'il y a une affection, c'est-à-dire qu'il y a un échange, il y a une relation d'affection qui est vivante, qui est entretenue en permanence. À l'âge effectivement de la retraite à peu près, c'est qu'on va devoir s'occuper de ses propres parents parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus le faire. C'est pas si simple. C'est pas si simple, surtout si on n'a pas réglé les blessures depuis le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais normalement, pour s'autonomiser correctement, on doit régler les blessures qu'on a avec nos parents. Ça fait partie du processus d'autonomie aussi. Personnel et relationnel aussi. Personnel d'abord, et qui va avoir un impact sur la relation. Alors ça, c'est un vaste sujet, on pourra en parler beaucoup. Super. On a une consultation gratuite en tout ça.